On a ouvert notre clinique il y a 4 ans avec peu de soucis de diversité. C'était quelque chose qu'on n'a pas mis à l'avant-plan. Je crois qu'on s'est peut-être rabattu sur le fait qu'on est 6 copropriétaires ouvertes, tolérantes, puis que ça, c'était suffisant à créer un milieu ouvert, diversifié et inclusif. L'élément déclencheur pour nous a été la mort de George Floyd, puis la remontée du mouvement Black Lives Matter. Je pense que ça a été confrontant pour nous toutes, puis on a pris conscience à ce moment-là d'à quel point on était privilégiés, puis il y avait des choses sur lesquelles on n'avait même pas à se préoccuper, mais qu'on n'en était pas consciente. Malheureusement, ça a pris ça pour que ça devienne évident, les manques à notre clinique, que c'est pas suffisant d'être bien intentionné. C'était devenu très évident qu'on est 6 femmes blanches, 6 genres, puis qu'on était absolument privilégiés de se soucier que la survie de notre clinique quand on a ouvert notre clinique. Et une autre chose qui est plate à dire, c'est qu'on n'a pas bougé immédiatement. Et je pense qu'on était tous, chacun, nous 6 de notre côté, en train de réfléchir à ça, dans l'ambivalence. Puis il y a une de nous, finalement, je pense, qui a peut-être pris l'initiative de faire une suggestion, de prendre une position publique sur nos réseaux sociaux par rapport à notre statut par rapport à ça et humblement soulever qu'on veut faire mieux. Ça a été vécu avec beaucoup de regrets. Il y a eu beaucoup de regrets, il y a eu beaucoup de honte, il y a encore beaucoup de honte. Puis de gêne, à l'idée que c'est juste après la mort d'une personne qui a été médiatisée que là, on commence à comme vraiment réfléchir puis se positionner sur des choses fondamentales. Le mouvement Black Lives Matter tire son origine de 2013 après l'acquittement de George Zimmerman, après avoir abattu Trayvon Martin. Et puis, au fil des ans, ça a vraiment créé un certain débat concernant le racisme à l'encontre des personnes noires. Et je crois que l'un des impacts de cela, notamment, c'est que ça a forcé plusieurs personnes, notamment des employeurs, à vraiment se questionner par rapport à l'antiracisme et le rôle qu'on joue dans cet espace-là. Les groupes minoritaires dans le milieu de travail vont se heurter à différentes formes de discrimination. Alors, même s'il y a eu des programmes d'équité en matière d'emploi, certaines formes de discrimination sont beaucoup plus camouflées, puis difficiles d'identifier puis enrayer. En fait, les préjugés plus subtils sont beaucoup plus adaptés aux normes sociales actuelles. Prenons quelques exemples. Un exemple, ce serait que certains diront que les femmes ont tort d'essayer de percer dans des domaines qui conviennent mieux aux hommes, ou que les femmes ont monté dans l'hiérarchie, ont bénéficié des passe-droits. On note aussi des comportements qui rendent les femmes puis les minorités plutôt invisibles, soit en leur demandant pas leur avis ou tenant pas compte de ce qu'elles expriment lors des réunions. Alors, en somme, les préjugés subtils font en sorte que les personnes sont exclues et traités en citoyens de deuxième classe. Ça nous a amené à des réflexions, à s'éduquer, faire des formations, essayer de se faire une tête sur comment on peut faire les choses différemment, ce qui a aussi mené à des discussions en groupe de copropriétaires, qui a été parfois confrontant parce que essayer d'arrimer nos visions, on avait peur de pas dire les bonnes choses. Fait qu'il y a toute cette délicatesse-là, je pense, qui nous a comme aussi, qui a fait en sorte que, comme, oui, il fallait réfléchir avant de prendre action, c'est vraiment important de comme pas juste se lancer pour bien paraître, là, puis tokeniser, mais en même temps, ça a pris un peu plus de temps que ça aurait dû à se positionner, là, par cette peur-là de se tromper. À cause de la peur de se tromper, est-ce qu'on va justement offenser quelqu'un ou
est-ce que ça va nuire à l'entreprise d'une certaine façon? Il y a eu ces questions-là aussi, mais malgré tout ça, ça a quand même été enrichissant, puis on a quand même réussi à mettre certaines choses en application. Mais c'est un travail qui n'est pas facile de se regarder, de refléter, puis d'arrimer la vision, puis les points de vue, le niveau de confort de chacune des copropriétaires aussi. Il existe différentes stratégies que les organisations peuvent mettre sur pied pour en arriver à avoir une véritable inclusion professionnelle. Il faut dire que les entreprises ont déjà développé différentes stratégies afin que les représentations des groupes cibles soient équivalentes à leur disponibilité dans chaque catégorie d'emploi et à tous les niveaux. Mais il en ressort que la condition sine qua non d'un succès d'un programme d'équité en matière d'emploi, c'est l'engagement ferme et non équivoque de la haute direction. Mes collègues Nathalie Rinfret, Francine Touga et moi avons proposé un modèle hybride d'intervention qui tient compte, dans un premier temps, de la mise en place d'initiatives qui visent à promouvoir l'équité en emploi et à combattre la discrimination. C'est-à-dire mettre en place un programme d'équité en matière d'emploi par une autre direction qui y croit, puis qui donne l'exemple parce que c'est une autre direction qui est en elle-même diversifiée. Puis aussi, rendre imputable chaque direction de l'organisation dans l'atteinte de ces résultats visés. Mais dans un deuxième temps, il faudrait aussi faire l'instauration de pratiques qui suscitent de l'inclusion, c'est-à-dire la pleine et entière participation de tous et toutes à la mission de leur organisation. Et voici quelques exemples. Développer, par exemple, un leadership transformationnel à tous les niveaux de l'organisation par le biais de programmes de formation, comme par exemple le mentorat, le coaching, puis l'apprentissage dans l'action. Il faut dire que le leadership transformationnel, c'est un type de leadership qui est particulièrement approprié dans un contexte de grande turbulence qui est accompagné de changements profonds et complexes. Il faudrait aussi implanter des programmes d'excellence. Puis, enfin, décloisonner les différents secteurs de l'organisation pour favoriser le penser autrement, puis aborder les problématiques sous un angle complètement différent. Les barrières pour les clients, pour que les clients puissent accéder aux services professionnels, pour moi, il y en a deux. La première serait le manque de représentation, parfois, qu'on peut voir dans certains milieux organisationnels. Deuxièmement, serait l'apathie ou l'indifférence raciale. Donc, le manque de représentation, ce que cela peut créer parfois, c'est que un client qui peut vouloir accéder à un certain service professionnel se sentirait craintif parce que cette personne-là se sentirait comme si l'autre personne à l'autre bout de la table ne peut pas lui comprendre ou comprendre son histoire. Et ensuite, le deuxième enjeu pour moi que j'ai pu observer, c'est vraiment cette question d'apathie raciale. C'est le fait qu'on n'est pas raciste parfois, mais qu'on a une certaine indifférence envers l'autre. Et puis, les gens qui viennent de communautés minoritaires ou de communautés marginalisées, ils peuvent parfois ressentir cette indifférence-là, ce qui peut leur rendre un peu craintifs de vouloir accéder à ces services professionnels, quelconque le domaine, que ce soit le droit, la finance, même les services gouvernementaux parfois. Mais je crois que l'une des manières qu'on peut contrer vraiment cette apathie raciale ou même ce manque de représentation, c'est que les employeurs ou les organisations en général, ils doivent continuer à tenir des discussions audacieuses pour être capables de mieux comprendre l'histoire de la personne qui est devant eux. Et puis de cette manière-là, on sera capable d'avancer le dialogue et de faire mieux pour les gens de notre communauté. Nous sommes une communauté à la fin de la journée. Dans la mise en œuvre, suite à toutes ces réflexions-là, on a fait certaines choses à l'interne, entre autres des rencontres d'équipe entre les 6 propriétaires où on discute exclusivement de ça, de notre souci de diversité et d'inclusion pour qu'on ait l'espace à discuter de ça. Ça inclut réviser notre mission, vision de l'entreprise, de
Par exemple, avoir affiché une reconnaissance de territoire dans la salle d'attente et sur notre site web. On a signé un pledge antiraciste où on s'engage à faire certaines mises en action. C'est vraiment à l'interne. Ensuite de ça, envers notre clientèle aussi, on a fait certains ajustements, entre autres demander les pronoms aux clients dès leur premier contact à la clinique pour s'assurer qu'on soit respectueux dans la façon dont on s'adresse à eux. Changer certains de nos formulaires pour être plus inclusifs. Peut-être aussi offrir des services aux gens racisés ou en situation de minorité à des frais réduits, des temps d'attente moins longs, des trucs comme ça. Tu sais, notre volet éducationnel puis sensibilisation à la clinique est vraiment important. Puis je pense que là, il y a eu vraiment comme un turning point où on s'est dit qu'on veut vraiment utiliser, par exemple, nos médias sociaux pour prendre une position plus active, plus engagée, tu sais, envers la communauté, envers le public, d'avoir des discussions justement sur les médias sociaux, mais aussi tranquillement on réalise que ça va impliquer des fois de prendre des positions plus politiques, puis de se prononcer sur des aspects plus anti-oppressifs, comme s'opposer à des projets de loi qui sont soit racistes, transphobes, sexistes. Fait que ça, on ose un peu plus. Et l'autre chose qu'on fait aussi, c'est d'être très réfléchi puis intentionnel dans nos collaborations communautaires. Avec qui on veut collaborer? Est-ce qu'on peut donner un espace physique ici pour accueillir des organismes qui sont leadés par des minorités, visibles ou non visibles? Fait qu'en gros, je pense que ça se résume à ça d'un point de vue public, là. Ben, tu sais, je pense qu'une des choses qui demeure puis qui va toujours être le cas, c'est la peur de faire des erreurs, la peur de se tromper. Comment qu'on avance une grande équipe, tu sais, qui a les mêmes intentions, mais peut-être des approches différentes. L'autre chose, c'est que en tant qu'entreprise, je pense qu'on va toujours faire face à du racisme systémique, mais on a aussi une opportunité de tenter à le démanteler. Tu sais, au niveau du recrutement puis de l'accessibilité aux services. Ça demeure quand même des enjeux. Notre milieu n'est pas autant diversifié qu'on le souhaite. On n'a pas offert un milieu, je pense, qui est inclusif assez, mais c'est vraiment une quête qu'on continue de faire. Dans le futur, j'aimerais qu'on soit toujours aussi curieuse, qu'on continue d'être tourné vers nous-mêmes pour reconnaître nos propres biais, puis qu'on ne s'assoie pas sur nos acquis, puis qu'on ne se limite pas à ce qu'on a mis en place, que ce soit un processus en continu. J'espère que mon idéal ou mon souhait que j'ai en ce moment pour qu'est-ce qu'on va avoir à notre clinique va être comme dans plusieurs années au-delà de ce que j'avais même imaginé. C'est ça que je souhaite, que c'est plus grand que même ce que j'envisage même maintenant.